Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 18 ans à escalader 400 mètres de granit sans corde, sachant qu'une erreur signifie la mort? Grant Klein avait fui le Texas à 16 ans. Obsédé par les falaises imposantes de Yosemite et les légendes qui les escaladaient sans corde. Sa passion était pure, son talent immense. Mais en escalade libre en solo, la passion ne suffit pas toujours. Voici l'histoire de comment le rêve ultime d'un jeune grimpeur l'a mené au sacrifice ultime. L'histoire de Grant Klein ne commence pas dans les montagnes. Elle commence dans les plaines de Frisco, Texas, une ville au nord de Dallas. Ici, entouré de banlieues, Grant grandit comme un enfant créatif et déterminé avec un esprit agité. Son père se souvenait que même petit, Grant était attiré par les hauteurs. C'était le genre d'enfant qui grimperait par sa fenêtre et s'assirait sur le toit la nuit. C'était un petit signe précoce d'une attraction intérieure vers une perspective différente. Un monde vu d'en haut. À 14 ans, cette attraction trouva sa direction. Grant entra dans la salle d'escalade Canyon Rock Climbing à Frisco. Et dans le monde des prises en plastique coloré et de l'air crayeux, sa vie trouva son focus. L'escalade était la façon dont Grant se connectait au monde. Il trouva un sens du but en dépassant ses limites et une sensation de paix dans la concentration silencieuse que le mur exigeait. Son dévouement fut immédiat et total. Pendant sa première année de lycée, il commença à travailler dans la même salle qui avait allumé son rêve, économisant son argent pour acheter son propre équipement d'escalade extérieure. Il ne jouait pas à être grimpeur. Il construisait une nouvelle identité pièce par pièce, dollar par dollar. Son monde, autrefois défini par l'école et les obligations familiales au Texas, était réorganisé autour de quelque chose de beaucoup plus puissant. Un point distant sur la carte, Yosemite. Grant devint un étudiant des légendes de la vallée. Il dévora des films d'escalade comme Valley Uprising et Free Solo, faisant regarder sa famille avec lui encore et encore. À travers l'écran, il était transporté dans un monde de granit imposant, de grimpeurs légendaires et d'un mode de vie qui semblait pur et libre. Il tomba amoureux non seulement de la roche, mais du mythe de Yosemite, un endroit où les gens donnaient tout pour leur passion. Vivant une existence simple et focalisée au pied des plus grandes falaises du monde. Il absorbait une histoire puissante, une dans laquelle il voulait désespérément entrer et faire sienne. Ce rêve devint le principe organisateur de sa vie. Il participait à des programmes de théâtre et de droit à l'école, montrant un esprit à la fois créatif et vif. Mais c'étaient des activités secondaires, des diversions intéressantes de sa vraie vocation. Son vrai focus était d'arriver en Californie, de faire le saut de rêver de Yosemite à y vivre réellement. Pour accélérer le calendrier, il travailla pour obtenir son diplôme de Centennial High School un semestre complet plus tôt, terminant en décembre 2024. Il était impatient de commencer sa vraie vie. À seulement 16 ans, l'attraction de Grant vers Yosemite était si forte qu'il ne pouvait pas attendre la permission. Il demanda à ses parents, Jennifer et Jeff, s'il pouvait passer l'été en vivant comme un dirtbag dans la vallée. Le terme dirtbag est un insigne d'honneur dans le monde de l'escalade. Il décrit un mode de vie de dévotion ultime où les grimpeurs vivent aussi économiquement que possible dans des tentes, des voitures ou même des grottes pour passer chaque moment éveillé sur la roche. C'est une vie qui échange le confort contre la liberté, une philosophie née dans le propre camp 4 de Yosemite il y a des décennies. Les parents de Grant, inquiets pour leur jeune fils, dirent non. Mais le rêve était trop puissant pour être nié. Quelque temps après, Grant s'enfuit de chez lui, se dirigeant directement vers la vallée. Ses parents, inquiets à mort, durent utiliser l'application localisée Mes Amis sur son téléphone pour le traquer. Ce fut une expression dramatique de son focus singulier. Un signe qu'il était prêt à enfreindre les règles pour arriver à l'endroit où il sentait qu'il appartenait. Cette même application téléphonique, d'abord utilisée par ses parents pour le ramener en sécurité, jouerait plus tard un rôle tragiquement différent dans son histoire. Quand Grant goûta finalement pour la première fois le granit de Yosemite, il fut clair qu'il avait un talent naturel extraordinaire. Il avait seulement grimpé sur des murs artificiels dans une salle et n'avait aucune expérience de placement de l'équipement spécial utilisé pour la protection dans les escalades traditionnelles. Un grimpeur expérimenté nommé Mison l'emmena sur une escalade de fissure et installa une corde pour lui. Grant, malgré son inexpérience, la domina. Mison fut impressionné, notant que Grant était non seulement fort et talentueux, mais aussi créatif dans ses mouvements sur la roche. Les compétences qu'il avait affinées sur le plastique se traduisirent instantanément sur la pierre dont il avait rêvé si longtemps. Il s'immergeait rapidement dans la culture.
Mison lui montra comment se doucher au camp 4 historique, la maison non officielle de la communauté des grimpeurs de Yosemite. Il rencontra d'autres grimpeurs vétérans des grandes parois de la vallée. Il vivait la vie qu'il avait vue dans les films, devenant partie de la tribu qu'il avait idolâtrée de loin. Mais même en vivant son rêve, un moment de vulnérabilité montra qu'il était encore juste un adolescent loin de chez lui. À la fin de l'été, Grant dut retourner au Texas pour finir le lycée. Mais Yosemite l'avait changé pour toujours. Il n'était plus content de son ancienne vie. Il postula pour des emplois dans la vallée pour le printemps 2025 avec Aramark, le concessionnaire de Yosemite, obtenant un poste de plongeur à la lodge. Comme prévu, il obtint son diplôme du lycée en décembre 2024. Et après avoir eu 18 ans en mai de l'année suivante, il fut finalement libre de retourner dans la vallée, cette fois avec l'approbation de ses parents. Sur le trajet de retour à Yosemite pour commencer son travail officiel, il s'arrêta quelques jours à Red Rock, une zone d'escalade près de Las Vegas. Mais ce n'était pas pareil. Ce n'était pas la vallée. Cette nuit-là, il appela sa mère, Jennifer. Il pleurait et dit qu'il ressentait le mal du pays pour la première fois, se souvint-elle. Ce fut une brève fissure dans l'armure de l'aventurier intrépide, un rappel du garçon qui avait laissé sa famille derrière pour poursuivre un rêve monumental. Le moment passa et il continua son voyage, conduisant toute la nuit pour atteindre le parc. Il avait fait son choix. Yosemite était maintenant son foyer. En mai 2025, Grant Klein arriva dans la vallée de Yosemite, non pas comme un fugitif, mais comme un membre légitime de la communauté. Il avait obtenu un emploi lavant la vaisselle au Yosemite Lodge. On lui assigna une cabane de tente dans la zone de logement des employés connue sous le nom de Boys Town, une communauté unie de travailleurs saisonniers nichés au cœur de la vallée. Il n'était plus un étranger regardant de l'extérieur. Il était chez lui. À Boys Town, Grant forma rapidement une nouvelle famille. Ses amis là-bas se souvenaient de lui non pas comme un preneur de risques imprudent, mais comme un jeune homme gentil et charismatique. C'était un très bon conversateur, dit son ami Emily Wall. Il était curieux de tout et se concentrait sur quiconque parlait. Il était aussi très doux et prudent. Il avait trouvé son peuple, une communauté qui comprenait sa passion. Depuis le parking de Boys Town, il pouvait lever les yeux et voir les magnifiques parois de granit, y compris la même formation qui deviendrait bientôt sa dernière obsession, les arches royales. Avec la vallée comme son arrière-cour, l'escalade de Grant progressa à une vitesse incroyable. Il commença sur une voie populaire de 5 longueurs appelée After 6, une escalade cotée 5.7, qui est considérée modérée pour les grimpeurs expérimentés, mais reste une entreprise sérieuse. Au début, il l'escalada avec un partenaire et des cordes, apprenant les mouvements et la sensation du granit, mais bientôt il fit un pas dramatique. Il commença à l'escalader en libre solo, seul sans corde et sans équipement de sécurité. L'escalade libre solo est la forme la plus pure, mais aussi la plus dangereuse d'escalade. Pour le soliste, il n'y a aucune marge d'erreur. Un seul glissement, une prise cassée, un moment de concentration perdu. Tout signifie une chute certaine. Grant commença à escalader After 6 en solo régulièrement. Cela devint une routine pour lui. Puis il poussa la frontière encore plus loin. Il commença à faire l'escalade libre solo de la voie pieds nus. Ce n'était pas à propos de vitesse ou d'efficacité. C'était à propos de connexion. C'était une recherche d'une expérience plus profonde et élémentaire avec la roche, une façon de sentir la pierre directement sous ses pieds. Cette nouvelle passion dangereuse n'était pas un secret. Grant était ouvert avec ses parents à propos de son escalade libre solo, un fait qui les terrifiait. « Je le suppliais de ne pas le faire », dit sa mère, Jennifer. Mais Grant essaya d'expliquer sa motivation, une raison qui allait au-delà des simples sensations fortes. Il lui dit que pour lui, le solo était devenu naturel. Il dit que cela le faisait se sentir si petit et partie de quelque chose de beaucoup plus grand que lui. C'était le cœur de sa quête. Sur les vastes faces verticales de Yosemite, il trouvait un sens de la perspective, une façon de se connecter avec l'immense pouvoir du monde naturel. C'était une quête profondément personnelle, presque spirituelle. Sa confiance grandit avec chaque ascension réussie. Son talent naturel, affiné par son immersion dans une culture qui célèbre le dépassement des limites, était maintenant alimenté par une philosophie personnelle puissante. Cette combinaison créa un élan dangereux, le poussant à chercher un défi plus grand. Il fixa ses yeux sur les arches royales, une voie massive de 400 mètres avec 16 longueurs, plus de 3 fois la longueur d'After 6.
Il fut vu explorant la voie la nuit et dit à des amis qu'il planifiait une reconnaissance libre solo, une escalade exploratoire pour se tester sur la paroi. Il prévoyait d'escalader plus haut qu'une section difficile connue sous le nom de pendule, puis de redescendre. C'était un objectif calculé, mais il représentait un saut monumental en difficulté et engagement. Un saut duquel il n'y aurait pas de retour. La nuit du 5 juin 2025 fut tranquille à Boys Town. Grant Klein termina son service de plonge. Il était après 1h du matin. Le matin du 6 juin quand il marcha de retour à la cabane de tente qu'il partageait avec son ami Kelvin. Il essaya d'être silencieux, mais réveilla accidentellement son colocataire. Dans les heures finales avant sa dernière escalade, Grant s'installa pour lire un livre de Royal Robbins, l'un des pères fondateurs de l'escalade de Yosemite et l'homonyme de la même voie qu'il prévoyait de tenter. Dans un acte simple de gentillesse, il fit briller sa lampe frontale à travers sa bouteille d'Onalgène, convertissant le faisceau dur en une lueur douce et diffuse pour ne pas garder son ami éveillé. Ce fut un geste petit et prévenant, une image finale paisible du jeune homme réfléchi que ses amis connaissaient. Quelque temps après cela, dans l'obscurité pré-aube, Grant quitta la cabane. Personne ne le vit partir. Il marcha vers les Arches Royales, une formation colossale de granit qui se courbe depuis le sol de la forêt comme une série d'ondes de pierres géantes. La voie est un voyage historique et complexe sur la paroi, un puzzle vertical de 400 mètres résolu pour la première fois en 1936. Elle commence par une cheminée polie et glissante et serpente vers le haut à travers un labyrinthe de vires, fissures et faces rocheuses raides. Plus haut, elle présente le fameux pendule, un balancement long à travers une section vierge de roche que la plupart des grimpeurs effectuent avec la sécurité d'une corde. Pour un soliste libre, chaque mouvement exigerait une exécution parfaite. L'exposition est immense, avec le sol de la vallée tombant à une distance vertigineuse en dessous. Alors que le soleil se levait et que le jour avançait, Grant ne revint pas. De retour à Boys Town, ses amis Chris et Kelvin commencèrent à s'inquiéter. Ils connaissaient son plan. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, leur inquiétude se transforma en terreur. Quelque chose n'allait pas. Ils coururent à la base des arches et commencèrent à chercher, criant le nom de Grant dans le vaste espace silencieux. Leurs appels résonnèrent sur le granit, mais il n'y eut pas de réponse. Ils virent une paire de grimpeurs faisant du rappel sur la voie, mais les grimpeurs n'avaient vu personne correspondant à la description de Grant. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres à travers la vallée et une peur froide s'installa. Les amis retournèrent à Boys Town quand l'obscurité tomba et l'équipe de recherche et sauvetage de Yosemite, connue sous le nom de YOSAR, fut notifiée et commença une enquête officielle. Puis à 9h30 du soir, le téléphone de Chris sonna. C'était YOSAR en ligne. Ils lui dirent qu'ils avaient trouvé Grant. Pour le localiser, ils avaient utilisé un outil qui leur épargna ce qui aurait pu être une journée entière de recherche, l'application Localiser mes amis. C'était la première fois que l'équipe de sauvetage avait utilisé l'application dans une récupération. La même technologie que ses parents avaient utilisée autrefois pour trouver leur fils fugitif et le ramener en sécurité à la maison, avait maintenant mené les sauveteurs à une découverte dévastatrice. Les nouvelles furent les pires imaginables. Grant était parti. Son corps fut trouvé à la base de la falaise, mais l'emplacement racontait sa propre histoire. Il ne fut pas trouvé sur la voie des Arches Royales elles-mêmes. Il fut découvert sous une formation connue sous le nom de Cobra, à 800 ou 1000 pieds à l'est de la première longueur de la voie. Il était significativement hors route. Ce qui s'est passé dans ces moments finaux est inconnu. S'il a fait une erreur de navigation à la base ou a glissé en traversant le terrain traître et en pente pour arriver au début de l'escalade. Personne ne peut le dire avec certitude. Le silence sur les Arches Royales gardait la réponse tragique finale. Dans les jours suivant la tragédie, le gestionnaire du programme de recherche et sauvetage de Yosemite, Jesse Mahé, eut la tâche difficile d'appeler le père de Grant, Jeff. Mahé était lui-même parent et fut profondément affecté par la perte du jeune vibrant de 18 ans. Il décrivit la chute de Grant à son père comme une erreur, un terme utilisé dans la communauté d'escalade pour décrire une erreur fatale de jugement ou d'exécution. La famille Klein choisit de faire face à leur douleur non pas en se détournant de la passion de Grant, mais en essayant de la comprendre. Le jour où elle apprit que son frère était parti, la sœur aînée de Grant, Sydney, se tourna vers son journal et écrivit un passage d'une perspicacité incroyable. « Je pense que c'est la beauté de la nature humaine », écrivit-elle. Quand une passion coule si profondément que la logique et la raison s'estompent, et que la peur ne peut plus toucher le corps ou l'esprit. Ces mots offraient une fenêtre sur l'esprit de son frère,
encadrant son acte final non pas comme un échec de logique, mais comme une expression d'un amour si puissant qu'il transcendait la peur. L'amour de la famille pour Grant était aussi illimité que son amour pour les montagnes. Bien qu'ils ramassaient les morceaux de leur monde brisé, ils firent des plans pour retourner à Yosemite, l'endroit qui avait appelé leur fils si fortement. Sa mère, Jennifer, partagea une belle croyance spirituelle sur sa connexion avec la vallée. Grant ressentait un grand appel vers Yosemite, dit-elle. Je pense qu'il y était allé auparavant, et il reviendra encore. Pour elle, Grant ne s'était pas perdu dans la vallée. Ils s'y étaient joints. Pendant leur deuil, la force et la générosité de la famille brillèrent. Une page GoFundMe fut établie pour les aider avec les coûts inattendus de voyages et de services commémoratifs, et la communauté d'amis et d'étrangers se rallia autour d'eux, collectant près de 20 000 $. Dans un acte remarquable de gratitude, la famille demanda qu'au lieu de fleurs, les gens fassent des dons aux Amis de recherche et sauvetage de Yosemite, la même organisation qui avait ramené leur fils à la maison. Une célébration de la vie de Grant fut tenue de retour au Texas à la salle Canyon Rock Climbing, l'endroit où son voyage avait commencé pour la première fois. L'histoire de Grant Cline ne concerne pas seulement comment il est mort, mais comment il a choisi de vivre, avec une passion intrépide et dévorante. Il vint à Yosemite cherchant à se sentir petit sous ces falaises imposantes. Et à la fin, il devint une partie permanente de l'endroit qu'il aimait le plus, un écho dans les parois éternelles de la vallée.